Bon après-midi à tous. Bienvenue pour cette masterclass aujourd'hui. Très bien. Alors aujourd'hui, ça sera un peu plus différent de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Le premier moment, la première instance, c'est aucun de nous ne sommes pas français. Moi, je suis portugais. Alors, si vous voulez des suggestions pour Portugal, Lisbonne, principalement pour des restos, n'hésitez pas à me contacter. J'ai le meilleur guide de resto de Lisbonne. Et nous avons aussi Skyler qui vient du Tennessee. Exactement, les Américains. Alors, vous allez écouter un accent un petit peu différent aujourd'hui pendant qu'on fait la présentation. De quelque façon, moi je vais parler aujourd'hui et Skyler aussi. Moi je vais poser beaucoup de questions. Il va parler, c'est plus facile, vous savez. L'important ici, c'est on va parler comment Alseed, une start-up du côté de cybersécurité, a atteint son objectif de génération de leads annuels dans un mois. On va partager quelques leçons, quelques suggestions et on va prendre des conclusions après à la fin. Alors, je vais vous montrer un petit peu d'âge. Ici, moi c'est Fausto, Customer Success Manager chez HubSpot, Skyler, Demand Generation Manager chez HubSpot, chez Alseed, mais aussi un champion utilisateur de HubSpot. C'est-à-dire, il est dans le tier 1% des utilisateurs au niveau mondial, avec beaucoup plus d'interaction avec le Marketing Hub chez HubSpot. Alors, c'est pour ça qu'il est aujourd'hui, et moi je pose des questions. Très bien. Aujourd'hui, on va parler de quelques points. On va faire une petite introduction à comprendre comment la relation entre HubSpot et Alseed, ça fonctionne. Pourquoi nous sommes ici? Vraiment, quelle est l'histoire, la raison? Et pourquoi Alseed? Après, on va parler un petit peu de contexte et objectifs marketing, comment générer des leads, mais aussi des bons leads. Segmentation de la base de données. J'ai vu la présentation de Marketo avant. Ils ont aussi parlé de la segmentation. C'est assez important de bien segmenter votre base de données. Après, le nurturing des prospects avec HubSpot. Comment vous pouvez utiliser l'automation pour vous aider dans ce côté. Et l'importance aussi de la relation entre marketing et sales. Pourquoi c'est important d'avoir une ligne de communication bidirectionnelle entre les deux départements. On va parler des résultats, mais aussi d'analyse et optimisation de campagne. Les conclusions qu'on va prendre et quelles sont les suggestions, par exemple, que Skyler il a mis en place par rapport à ça. Alors, le premier point, je vais passer l'intro. Ouais, je vais passer l'intro. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? C'est très simple. Alseed et HubSpot, on travaille ensemble. Moi, je suis le account manager de Alseed chez HubSpot. Et ce qu'on fait, on fait des points réguliers, normalement chaque 5 à 6 semaines, pour en parler de la stratégie. On va regarder des campagnes que Skyler il a mis en place. On va prendre des conclusions et on va aussi définir quelles seront les prochaines étapes. Aussi, mon objectif, c'est, comme il est un champion utilisateur, je ne vais pas l'enseigner pas beaucoup, malheureusement. On va parler des nouveautés de produits. Vous savez que chez HubSpot, on arrive à avoir 40 des upgrades pendant chaque mois. Alors, il faut étudier un petit peu. Et par rapport à nos discussions, je peux trouver des opportunités pour lui, par exemple pour un bêta testing chez HubSpot. C'est pour ça que nous sommes ici. De notre côté, très important, c'était intéressant de partager cette histoire avec vous, ce succès. Et pourquoi Alseed? C'est très simple. Skyler, il est arrivé chez Alseed en mars 2019. Exactement. Et dès qu'il a créé sa première campagne marketing avec HubSpot, il est arrivé à son objectif annuel. Ouais. Attendez un petit peu. Ça dépend des chiffres, bien sûr. Ça dépend des chiffres, on sait. On verra. On verra, exactement. Et ça, c'est le plus important. Il a obtenu son objectif dans moins d'un mois. Mais aussi, dans 9 mois, il a fait 401% de son objectif. Il a été chez nous, HubSpot, un case study en termes de génération de leads, mais aussi de nurturing. On va parler du taux de conversion aussi qu'il a fait. Et ça, c'est intéressant. Très bien. Merci Fausto. Comme Fausto vient de dire, peut-être vous pouvez dire par mon accent, mais je ne suis pas du tout français, pas encore. Mais je suis basé en France depuis 2015 et je rejoins l'équipe Alseed il y a un an, en mars en fait. Donc nous sommes une boîte de cybersécurité basée à Paris et on a développé une solution concrète pour protéger Active Directory, qui est l'infrastructure IT utilisée par 90% des grandes boîtes. Donc, je ne vais pas parler trop de ce sujet-là. La cybersécurité, c'est sur le marketing aujourd'hui. Mais dans mon rôle, je suis Demand Generation Manager. Ce n'est pas la lead generation. Il y a une grande distinction entre les deux.
le lead generation, c'est OK, on a généré un lead, bravo à nous, bon courage à vous, l'équipe sales. Et chez nous, c'est un peu différent. C'est l'accompagnement étape par étape jusqu'à la fin du cycle de vente et on continue après ça. Donc, on va explorer cette stratégie en détail dans quelques minutes. Exactement, tout à fait. Il a déjà pas répondu à une des questions que j'avais ici préparées, mais bon, on va penser à la prochaine. AdSeed, tu m'as partagé avec moi une fois, quand tu es arrivé chez AdSeed, tu étais le 14e employé. Ouais. Exactement, maintenant tu as 60 personnes dans AdSeed. Un point important que tu m'as partagé aussi, c'est ils ont fait, dans une première instance, une équipe marketing et après une équipe sales. Exactement. Tu veux me partager un petit peu l'histoire, oui, pourquoi c'est arrivé? En fait, j'étais le troisième membre de l'équipe marketing au début et directement après, on a embauché des VP Sales. Donc, on était là avant. Donc, c'est un peu différent que l'environnement typique dans une boîte de notre taille. Mais en fait, on a mis en place un système de inbound marketing avant que l'équipe sales est arrivée. Et donc, ça change beaucoup. En fait, la méthodologie, le mindset, c'est complètement différent. En fait, pour nous, le marketing, c'est la première moitié du cycle de vente, le premier 50%. Et ça, c'est la stratégie HubSpot également. Donc, pour nous, c'était très impactant. Ouais, tout à fait. Un autre point, c'est on a parlé qu'ils ont fait 401% des objectifs l'année dernière, mais les personnes ils posent la question ici, combien de leads tu as vraiment généré? Si tu peux partager le chiffre, tu peux dire un chiffre un peu gros? Oui, en fait, notre... Pardon, vous avez compris, je ne suis pas portugais. On a trop réussi cette année parce que pour 2020, c'est un peu plus ambitieux. Mais l'année dernière, c'était 900 MQL qualifiés par l'équipe marketing pour l'année. Et en fait, à la fin, c'était plus de 4000 MQL à la fin de l'année. Et pour l'année prochaine, c'est 13 000. Donc, ça, c'est ma situation maintenant. Mais c'est bon. En fait, on a commencé assez simplement. En fait, quand tu vois la plateforme HubSpot, et on va voir dans quelques minutes, ça pourrait être un peu complexe. Parce que c'est à vous de construire ce que vous voulez, en fait. Vous avez le dashboard, le tableau de bord, et c'est tout. Donc, notre premier workflow, notre première liste, notre premier campaign mailing, c'était assez simple. Étape par étape, on a construit ce système. Donc, je me souviens bien qu'on a généré le premier lead et notre Chief Marketing Officer était comme « Wow, c'est incroyable! Attends. » Donc, c'est vraiment étape par étape et vous avez un super support à votre côté pour vous guider à chaque étape. Combien de clients HubSpot on a ici? Combien de vous avez déjà utilisé le support? Quel est votre niveau de satisfaction? Très bien, merci beaucoup. Pour les clients qui n'utilisent pas HubSpot, pour nos clients qui n'utilisent pas le support, essayez. C'est très très fort. On a fermé 2019 avec un Net Promoter Score de 75 dans 100. Essayez d'avoir le même score avec SNCF ou avec Air France. Et vous avez les résultats. Mais j'ai écouté. Mais vraiment, utilisez ce service parce que je ne connais pas tous les systèmes, pratiquement au début. Donc, chaque jour, je suis sûr que je vous demande probablement 2 fois ce que je peux faire avec ce workflow. Est-ce que c'est possible ou est-ce que je pourrais trouver ça? Donc, la promesse, c'est une réponse sous 24 heures. En réalité, c'est sous 24 secondes. Donc, utilisez ce service. Tout à fait. Un autre point qu'on a ici, tu as parlé des MQL que tu as générés cette année. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est un MQL pour toi? C'est quoi une lead? Donc, c'est hyper important de définir, en fait, d'établir vos définitions au début, particulièrement entre l'équipe sales et marketing. Parce que dans HubSpot, vous utilisez les mêmes mots que dans Salesforce et ça veut dire différentes choses. Donc, par exemple, un lead dans Salesforce, c'est attaché à une entreprise. Dans HubSpot, c'est complètement différent. Donc, on a commencé avec des définitions concrètes. Pour nous, un lead, c'était quelqu'un qui a rempli un formulaire. On a leur information de contact. Un MQL, c'est minimum 1000 employés dans cette boîte-là.
et on va adapter cette définition dans l'avenir, mais au début, c'était ça. Et en plus, a pris une action concrète, comme télécharger un formulaire, assister à un webinaire, etc. Donc, c'était une définition assez basique, mais en réalité, on a priorisé les contacts utilisant le feature automatisé HubSpot Score. Donc, si quelqu'un remplit un formulaire 3 fois ou dans cette région-là, ce qui est une priorité pour le business, ils vont recevoir une score augmentée que les autres. Donc, pour nous, c'est un système de priorisation. Très bien. Et dans 30 secondes, est-ce que tu peux nous dire aussi quelles sont les principales sources de leads que tu as en ce moment? Utilisez toutes les sources à votre disposition, en fait. Nous sommes dans l'âge époque digitale, mais on a trouvé que 30% de nos MQL viennent des événements, des campagnes physiques. N'oubliez pas ce type d'initiative. Également, les campagnes de mailing sont très, très intéressants. Et également, les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on a fait avec HubSpot, on a bien intégré HubSpot et LinkedIn. Cette combinaison, c'est hyper puissant. Donc, c'est les réseaux sociaux payants et organiques. Donc, on a connecté tous les comptes de nos fondateurs, des VP, etc., à notre compte HubSpot. Et le moment qu'un de nos VP poste sur LinkedIn, 9 sur 10, c'est pas lui, c'est moi ou l'équipe de Man Generation. Mais il semble que c'est complètement personnalisé. On peut scheduler à la bonne heure, etc. Donc, pour nous, c'est 3 types, réseaux sociaux, événements, emailing, et il y a plein d'autres, mais utilisez tout possible. Très intéressante, celle-là du CEO, d'avoir la compte connecté sur HubSpot. J'avais pas eu cette idée. Un autre point, c'est, OK, on a déjà parlé de qu'est-ce que c'est une lead pour AdSeeds, quelle est la source, mais après, qu'est-ce qui se passe quand un contact, un prospect devient une lead? Internement, quels sont les processus que tu as, comment tu vas passer l'information, etc. Oui, c'est mon point sur l'accompagnement. Donc, OK, c'est bien généré, c'est quoi la prochaine étape? Dès que tu remplis en formulaire sur notre site web, tu vas recevoir d'autres contenus dans l'avenir, étape par étape. Donc, par exemple, on a créé un système de nurturing, c'est complètement automatisé utilisant le feature de Workflows dans HubSpot. C'est hyper puissant et dangereux, donc attention. Mais essentiellement, on a divisé les différents contacts. On a trié les contacts. OK, est-ce que vous êtes exécutif parce que vous avez ce titre de job-là? Vous êtes basé où? Vous parlez quelle langue? Donc, semaine par semaine, mois par mois, vous allez recevoir différents contenus pour faciliter le processus de la vente, en fait, pour générer pas que le lead, mais l'intérêt. Exactement. On va parler par rapport à ça dans le prochain sujet, c'est relativement à la segmentation de la base de données. Dans une première instance pour toi, tu as déjà parlé un petit peu, mais comment tu fais la segmentation de la base de données? Oui, on a commencé avec une grande discussion avec différents membres de l'équipe parce que je ne savais pas exactement notre ciblage au début. Donc, j'ai parlé avec notre Product Marketing Manager. Ce n'est pas que Demand qui fait ces décisions. J'ai parlé avec l'équipe Sales, avec les gens avec 10 ans, 20 ans d'expérience dans ce field. Donc, on a divisé initialement juste entre exécutif et tech pour nous. Nous sommes en cybersécurité. Il y a les influenceurs potentiels dans le secteur tech, avec le job tech, et également le C-suite. Et on a adapté ce système petit à petit, où aujourd'hui, en fait, on a vu que c'est pas que exec tech, mais principalement pour nous, c'était les ciseaux. Les quasi-exécutifs tech, en fait, mais on a fait peur de changer ce système petit à petit. Également, c'est hyper important de considérer l'intérêt. Donc, notre contenu, c'est complètement basé sur le niveau d'intérêt. Donc, par exemple, on a le Global Threat to Active Directory. Pardon, l'anglicisme. Et le prochain contenu, c'est comment convaincre le C-suite d'Active Directory. Donc, quand quelqu'un télécharge un certain contenu, ça nous donne l'information, pas juste, OK, cette adresse mail, mais également, c'est quoi le niveau d'intérêt, d'expérience sur ce sujet. Tout à fait. On a parlé de ce point et par rapport à cette segmentation,
quel est l'impact que ça a eu dans ta campagne de nurturing? C'est-à-dire, est-ce que tu as des campagnes spécifiques pour des verticales, on peut dire comme ça, pour des types de profils de personnes, même aussi la région? Je me souviens qu'on a déjà parlé par rapport à ça, d'exemples de la Russie et des États-Unis par rapport à la cybersécurité. Tu veux seulement partager un petit peu l'impact que ça peut te donner? Oui, en fait, le bon moment était quand les VP de sales et l'équipe sales en général, commerciale, nous a demandé, est-ce que tu peux enrôler ces gens dans vos systèmes de nurturing? Donc, l'équipe sales était convaincue de notre solution marketing. Et ça, c'était hyper important parce qu'on fonctionne comme une seule équipe et on va parler sur ce sujet dans quelques minutes, je suis sûr. Mais oui, c'est vraiment une bonne relation entre ces deux équipes. Donc, dès que toute l'équipe interne chez Alcide était convaincue de notre stratégie marketing, on a réussi. Ah, bien sûr, super. On va peut-être passer ici dans un point que je veux parler un petit peu. Des simples points que vous pouvez avoir par rapport à une segmentation de HubSpot. C'est par exemple utiliser 2 points intéressants. Le pays, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est par exemple l'intérêt dans un produit. Est-ce que vous êtes intéressé pour le produit, oui ou non? Et ça peut passer d'informations aussi au niveau de nurturing, même pour l'équipe commerciale. Ils peuvent savoir exactement et avoir plus de contexte quand ils font l'approche pour ce prospect en termes de communication. Un autre point que ça peut vous montrer ici, c'est combien de vous avez des problèmes avec des if-then de HubSpot? Non? Alors, on a lancé un outil maintenant que vous pouvez avoir des critères de oui ou non. Vous pouvez avoir horizontalement jusqu'à 25 conditions différentes. Je peux utiliser par pays, région, poste, professionnel, etc. Je suis un peu partial, j'ai utilisé Portugal, mais bon, c'est ma maison. De quelque façon, c'est un très bon exemple comment vous pouvez segmenter. Et après, oui, vous pouvez les enrouler ou envoyer pour l'équipe commerciale dédiée que vous avez, par exemple, pour la région. Ça, c'est un des exemples qu'on peut utiliser. Un autre point important que je veux parler maintenant, c'est à travers du nurturing. On a déjà compris que tu aimes beaucoup l'automation de HubSpot, mais peut-être quelle est la fonctionnalité de l'automatisation que tu aimes le plus? Tu peux dire seulement le nom, et après tu peux nous expliquer un petit peu comment ça t'a permis de passer au niveau supérieur en termes de travail et aussi de n'être pas trop gênant pour les personnes peut-être. C'est impossible de faire le marketing complètement manuellement dans 2020. Donc pour nous, l'automatisation, c'est essentiel. J'ai déjà parlé de fonctionnalité de workflow. C'est le plus évident en fait, le plus complexe. Mais également, vous avez les fonctionnalités comme les listes dans HubSpot. C'est une liste active. Donc, c'est pas que Demand Generation qui utilise ça, c'est également le field marketing, product marketing, l'équipe sales, etc. Et donc, dès que quelqu'un remplit en formulaire, ils ont automatiquement ajouté à cette liste-là. Et on peut utiliser cette liste pour informer l'équipe commerciale, un certain membre de l'équipe commerciale. Vous avez tous les contacts qui n'ont pas encore reçu le suivi depuis une semaine. Donc, c'est hyper intéressant, hyper simple d'utiliser. Je recommande qu'avant que tu pratiques avec les workflows, la grande automatisation commence juste avec les listes. C'est un microcosme de workflow. Oui, tout à fait. Un autre point qu'on a ici par rapport à la segmentation que j'utilise normalement, c'est on peut avoir des problèmes. Si une personne, par exemple, fait le téléchargement de plusieurs livres blancs ou d'autres informations, vous avez des workflows qui sont différents en termes de nurturing parce qu'il peut être dans une étape différente de l'autre. Et ce qu'on a fait ici, c'est par exemple, vous pouvez créer une propriété spécifique pour le prospect et ça sera le critère d'enroulement dans les prochains workflows ou non. Dans ce cas, on va commencer par exemple, il a rempli un formulaire en disant qu'il est de Portugal. On va décider que la propriété de contact, ça sera nurturing oui. On va envoyer le premier email. Après, on a toute notre suite de workflow qui va arriver. Un autre point que vous avez ici important, c'est l'objectif de votre workflow. Un déclencheur qui va terminer votre workflow dès que, par exemple, cette propriété va changer pour non. Comment elle peut être définie? C'est très simple. Scalar,
sa équipe commerciale, il travaille avec Salesforce. Ils ont une propriété chez Salesforce. Ils peuvent cocher en disant non et ça va automatiquement arrêter le workflow parce qu'on ne veut pas envoyer trop d'informations pour ce prospect. Ils sont déjà en avoir un autre type de conversation. Ils sont dans un autre niveau de peut-être discussion qu'il n'a pas besoin de recevoir d'autres mails d'Adseed au même moment, même dans la même instance. Un autre point que moi je crois que celui-là c'est très important parce qu'on parle beaucoup de marketing, mais on ne parle pas. Je suis trompé, pardon. Mais l'autre principale raison qu'on parle aujourd'hui, c'est la relation entre marketing et sales. C'est très très important d'avoir une très bonne relation entre marketing et sales pour assurer que ça se passe bien. Et toi, par exemple, je sais que tu as une connexion très très forte avec marketing et sales, mais dans un mot, est-ce que tu peux définir ta relation avec marketing et sales? C'est une équipe. 2 départements, mais une seule équipe. Et on fonctionne comme ça. L'onboarding pour l'équipe sales, on a besoin de présenter cette stratégie-là pour demand generation en marketing et à l'envers également. Donc, nous fonctionnons comme une seule équipe. Super. Et ça, c'est très, très intéressant. Et d'un autre point, c'est pourquoi l'équipe commerciale voit l'importance du marketing. Quelquefois, vous savez, bon, l'équipe commerciale, ils reçoivent un MQL, ils sont, oh, un autre MQL, mais bon, ils ne savent pas la qualité. Mais toi, de ton côté, comment ils ont été assurés que toi, tu vas générer des bonnes leads et elles sont peut-être des clients potentiels? On adapte nos systèmes, notre stratégie à leur retour, en fait. Donc, il y a certaines définitions, par exemple les MQL, on ne peut pas changer ça chaque mois pour bien mesurer à la fin de l'année. Mais par exemple, le HubSpot Score qui est complètement automatisé, si quelqu'un vient et me dit « Ok, c'est pas possible que vous donnez 10 points pour demander une démo, c'est 100 points », on réfléchit et on adapte notre système à leur retour. Donc, il y a le trust entre les 2 départements-là. Et ça se passe comme ça. Super. Mais c'est-à-dire aussi que vous êtes toujours en train d'améliorer, par exemple, le scoring que vous avez dans l'équipe. Et on considère en marketing le ROI. Donc, ce n'est pas que les MQL, OK, c'est bon, mais après, c'est quoi la transformation à SAL, SQL, opportunité. Et on considère chaque étape jusqu'à la fin du cycle de vente. Exactement, tout à fait. Un point que tu m'as parlé maintenant par rapport en termes de communication avec l'équipe commerciale. Toi, tu utilises Slack. Oui. Exactement. Une des fonctionnalités et suggestions que vous pouvez passer, par exemple, chaque fois que vous avez un workflow, c'est par exemple créer une notification à travers de Slack où vous pouvez utiliser par exemple des jetons de personnalisation et envoyer 7 messages pour le commercial en disant, par exemple, ton prospect il a téléchargé le document A, B, C, O, D, il a fait 5 visites à ton site. Ou, dans ce cas, par exemple, tu as une nouvelle compte qui a besoin d'être peut-être qualifiée manuellement parce qu'il a rempli un formulaire, il vient du reste du monde, on n'a pas une personne dédiée pour le reste du monde. Il faudra que quelqu'un engage avec ce contact pour définir qui va vraiment le prendre. Ça, c'est intéressant de nouveau et je crois que c'est un point important. Résultat. Moi, je vais poser la question plus dure. Pardon. Je ne vais pas parler encore de résultats. Ce que je vais parler, c'est un autre point aussi important. Tu m'as parlé aussi du côté de la personnalisation et de savoir avec qui vous parlez. Ça, c'est vraiment une chose qu'on a sorti, ça fait déjà 10 jours chez HubSpot. C'est l'outil de Account-Based Marketing. C'est-à-dire, dans une entreprise, vous pouvez faire 2 choses. Vous pouvez définir comme une account target. Vous utilisez un scoring que pour la compagnie, mais vous avez aussi l'option de voir toute l'équipe que vous avez ici mappée en termes de profil, quel est le dernier contact qu'ils ont eu, mais aussi le dernier engagement et aussi d'autres activités que vous avez prévues pour le futur. Ça va vous permettre, dans une première instance, comprendre le quand engager cette compagnie avec vous en termes de rendez-vous, appel téléphonique, email, session dans votre site web, mais aussi en savoir quelle est la personne que vous devez communiquer et quelle est la personne peut-être qui est votre champion, l'utilisateur, l'ambassadeur de HubSpot internement, pour que comme ça, en termes de campagne future, vous pouvez aussi travailler beaucoup mieux. Maintenant, oui, résultat. Alors, la question que tout le monde veut savoir aussi, quel est ton taux de conversion de MQL pour client?
En fait, notre cycle de vente, c'est entre 6 mois et 9 mois, et je suis arrivé il y a 9 mois, donc un peu de patience, s'il vous plaît. Mais en termes de conversion MQL à opportunité, c'est ce que Salesforce mesure, par exemple. Normalement, le standard par Salesforce, c'est 13%, et on a environ de ces chiffres-là. Donc, la qualité, c'est bon et on va continuer à améliorer ces chiffres. On a déjà plusieurs clients qui viennent grâce aux efforts marketing et on va continuer à améliorer ça pour 2020. Donc, mais c'est notre focus, comme je viens de dire. Ce n'est pas qu'un MQL, c'est la prochaine étape aux clients à la fin. Ouais. Ok, maintenant, la question commerciale. Est-ce que tu pourrais faire ça sans HubSpot? Non, en fait. Sans automatisation, non, et particulièrement sans HubSpot, non. Pour nous, on a considéré plusieurs outils, et je ne veux pas parler d'autres outils, mais sur le sujet de HubSpot, j'étais très familier avec cet outil, et la belle chose avec HubSpot, c'est le fait que c'est en évolution constante. Donc, l'outil que j'ai utilisé il y a 2 ans, 3 ans, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Donc, ça adapte avec vous, avec votre entreprise, et ça donne des très bons résultats. Est-ce que tu es content avec le dernier slide que je t'ai montré de Account-Based Marketing? Super, oui, en fait. Account-Based Marketing, Tactical Marketing, oui, tu as raison. C'est hyper important d'aller plus loin. En fait, j'ai une collègue et sa mission, c'est spécifiquement On-Demand Generation pour tactique et ABM. Donc, pour nous, ça, c'est la prochaine étape, la prochaine évolution. Donc, c'est exactement ce que tu dis, c'est une évolution ensemble. Super. Un autre point que tu as parlé avant, c'est tu es en constante évoluer. Bon, tu es toujours en train d'évoluer, ce que tu fais avec HubSpot. Pardon. Tu es toujours en train d'évoluer avec HubSpot. Et bon, quels sont les principaux changements que tu as fait depuis le début en termes de nurturing dans les campagnes et pourquoi? Oui, il y a 3 mois, on a complètement changé notre système de nurturing. Donc, dans le passé, c'était une ligne directe. Vous venez à notre site web, téléchargez le contenu, vous êtes lead, MQL, SQL, etc. Et à la fin, vous recevrez le dernier mail et c'est tout. Et on a vu que c'est pas possible d'arrêter ce système. En fait, le principe de nurturing, c'est de continuer ce cycle. Donc, pour nous, on a complètement changé depuis notre itération de nurturing 2.0 à 3.0 et on a reconstruit ce système avec les workflows. Donc, pour moi, c'était un bon exemple de la nécessité d'adapter avant que tu en aies besoin. Donc, on a vu qu'on a obtenu les meilleurs résultats de l'année en septembre. C'était 500 MQL et j'ai regardé les données, les résultats et j'ai vu, OK, c'est pas possible de générer plus de ça si on continue avec notre système de nurturing actuel. Donc, on a adapté et ça, le prochain mois, c'était le mois qu'on a obtenu les 1000 MQL dans un seul mois. Ça, c'est intéressant. De le côté de génération de leads, tu es encore dans une curve très inclinée. Mais tu vas arriver à un moment que ça va stabiliser un petit peu. Exactement. Ouais. Mais ça, bon, on va parler ça dans le futur. J'espère que l'année prochaine ou non. Ça serait bon parce que tu continues à grandir de façon bonne. Et un autre point, c'est, tu m'as parlé déjà de ce point. Si tu avais des points que tu es moins content dans ce moment, des petits points qui ne te laissent pas dormir très bien à la fin de la journée, quels sont ces points que tu peux dire aussi, et c'est peut-être la faute de HubSpot, ça ne m'inquiète pas, mais quels sont les 2 points, par exemple, que tu as maintenant qui t'enlèvent un petit peu de... En fait, oui, on est très proche, l'équipe marketing et l'équipe sales, mais il faut aligner les départements mieux qu'actuellement, en fait. Et pour nous, un petit bottleneck, c'est l'utilisation de HubSpot sur le côté marketing et Salesforce sur le côté sales. Et on a bien intégré les 2 plateformes, il y a des belles intégrations utilisant HubSpot, mais malheureusement, l'équipe commerciale ne peut pas être très, très à l'aise avec HubSpot pour le moment. Donc pour nous, il faut qu'on intègre ces 2 plateformes mieux dans l'avenir. Et pour nous, comme je viens de dire, il faut adapter avant que tu en aies besoin. Pour nous, c'est hyper important. On est content avec les résultats, mais je suis convaincu, si on parle dans 3 mois, on va avoir un nouveau système. Très bien. Alors, en termes de conclusion, moi, je crois qu'on peut prendre quelques points ici assez intéressants de côté de Scaler. Les campagnes de génération de leads sont très intéressantes, mais elles doivent être aussi très segmentées pour que vous puissiez parler avec la personne d'un sujet qu'elle soit intéressée. Ça, c'est le premier point. On ne peut pas prendre des conclusions de notre côté, malheureusement, en disant « il va bien aimer ça », mais il ne veut pas ça, mais il veut pas.
Alors, il faudra envoyer des mails, commencer à regarder peut-être les chiffres, les résultats, les analytiques, c'est très, très important. Mais aussi assurer que vous avez une très bonne communication entre marketing et sales. On sait que sales, ils ont toujours un problème qui s'appelle target. Alors, il doit présenter les résultats, il doit apporter de l'argent pour payer l'équipe marketing et toutes les autres évolutions dans les outils. Mais c'est important aussi qu'il a une ligne de communication très, très proche en lui disant, écoute, j'ai besoin d'un article basé dans ce qui s'est passé la semaine dernière dans mon bureau. J'ai besoin de plus d'informations qui m'aident aussi à ajouter du valeur peut-être du prospect. C'est le feedback que j'ai reçu. Parce que sinon, marketing, ils vont continuer peut-être à penser que c'est le chemin correct, mais c'est pas. Autre point. Alors, moi, je suis trop fan de... On peut appeler le marketing. C'est the marketing, hein? Oui, oui. Je crois que ça, c'est le futur par rapport en termes de génération, mais aussi de nurturing. La quantité de monde que je vois qui a beaucoup de leads, mais après, en termes de qualité, elle n'est pas très bonne. C'est parce qu'on n'arrive pas à utiliser le scoring pour comprendre est-ce qu'ils sont prêts pour parler avec une personne de sales ou non. Ça, c'est la clé quelquefois. Mais on a toujours la pression des chiffres. Et c'est peut-être ce qu'on a besoin d'être un peu plus... je sais pas le nom en français, pardon. Okay. Patient, exactement. Bon. Très bien. Bon, merci à tous. J'espère que ça a été intéressant. Merci. Je ne sais pas si je parle au nom de toute la salle, mais j'aimerais bien savoir quelle est la campagne qui a permis de faire 900 leads en un mois. En fait, c'était une combinaison de campagnes. On a plusieurs événements durant ce mois-là. On avait plusieurs campagnes de nurturing via nos workflows utilisant le bon contenu. On a un évangéliste interne qui est Microsoft MVP x 15. Et il écrit le contenu original pour nous et on distribue ce contenu mois pour mois. Donc pour nous, c'était une combinaison de plusieurs facteurs. Ce n'était pas une seule campagne en magic bullet. Donc ça, c'est la raison que j'insiste sur l'utilisation de plusieurs campagnes, plusieurs méthodes en même temps. Je crois que tu as aussi un compromis par rapport à Sales, que par mois, tu as besoin de créer une quantité d'articles pour eux. Oui, exactement. Donc pour nous, on a une grande académie, Outset Academy. Donc notre promesse à l'équipe Sales, c'est de générer plusieurs contenus par trimestre pour le donner. Ouais. Super. Tu as quelles ressources pour produire tous ces contenus? Quelle source pour produire le contenu? Quelles ressources? Tu as combien de personnes qui t'aident à produire des contenus pour tenir dans la durée justement et déjà lancer toutes ces campagnes? Oui, en fait, notre évangéliste Sylvain Cortez, il est juste à côté de moi, mon bureau, donc on parle souvent. Et également, on a plusieurs écrivains basés aux États-Unis, basés en Angleterre, basés en France, avec le même niveau de certification qui peut évangéliser sur ce sujet-là. Donc pour nous, on a deux types de contenu. C'est le contenu général sur Active Directory, sur ce sujet, mais également plus tactique ABM. Donc, par exemple, on a vu que dans les campagnes ABM tactiques, ce qu'on a réussi, c'était par exemple le contenu spécifiquement pour les banques. Comment protéger vos données dans le secteur bancaire, comment protéger vos données dans le secteur d'énergie. Donc, c'était cette combinaison. Tu t'appuies pas que sur des ressources en interne? C'est exactement. Pour le moment, c'est que les ressources internes. Oui, on a investi beaucoup dans ça au début parce qu'on a vu que cette stratégie-là, c'était très impactant pour nous. Donc, on dépend sur ce contenu. Bonjour. Quand on parle de contenu et de génération de leads, on pense souvent à livre blanc. Oui. Et en tout cas des contenus écrits. Est-ce que vous avez testé d'autres formats de contenu qui ont bien fonctionné et qui sortent un petit peu de ce qu'on peut faire de façon un peu plus classique? Bien sûr. En fait, le contenu vidéo, c'est puissant aussi. Donc, par exemple, le webinaire en direct, enregistré. Et je recommande que quand tu envoies une invitation pour s'inscrire à votre webinaire,
spécifier que vous allez recevoir le contenu, l'enregistrement, si vous assistez ou si vous n'assistez pas. Donc ça c'est important aussi. Donc le contenu vidéo, le contenu, l'écriture, c'est également important. Mais pour nous, on considère les événements comme un type de contenu, donc dans tous les domaines possibles. Tout à fait. Je peux ajouter ici un plus de détails. Un autre point qui marche très très bien quelquefois, c'est une checklist. Je vous donne un exemple. Vous allez voyager à Lisbonne et vous avez besoin d'emporter peut-être du protecteur solaire, j'espère. Vous allez marquer les restos, toutes les attractions que vous voulez visiter, vous avez acheté des billets. Ça, c'est une checklist que vous avez besoin d'en avoir. Et ça, c'est plutôt dans un moment de décision, mais pas dans un moment de awareness. C'est pas le nom en français. Ouais. Il a tout un type de contenu spécialement que vous pouvez créer dédié par rapport à ça. HubSpot est très forte par rapport à faire ça. Je suis partiel, je sais, mais bon. Donc, si j'ai bien compris, votre équipe Sales utilise Salesforce et l'équipe marketing HubSpot. Oui. Pour plus d'alignement, est-ce que vous pensez que HubSpot peut remplacer Salesforce pour l'équipe commerciale? Et c'est à Skyler que je vais poser cette question. Est-ce qu'il y a des membres de l'équipe Salesforce ici? OK, oui, j'espère. Et en fait, c'est beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, en fait. Mais j'espère que ça va passer assez vite parce que pour nous, un petit bottleneck, c'est l'intégration des 2 plateformes. Donc pour nous, j'espère qu'un jour, on va arriver à une situation où l'équipe commerciale et l'équipe marketing utilisent la même plateforme. Oh, je suis ravi. Je serais ravi. Je crois qu'on avait 2 questions au fond. Moi, la question, c'est comment on fait pour avoir un Customer Success dédié chez HubSpot? Du coup, nous, on est sales et marketing à bloc d'un HubSpot, on met tout dedans, on utilise à fond, mais à part les tickets support, on a beaucoup de mal quand on demande des questions sur les produits ou sur les features. Alors, ça, c'est une bonne question. Quels sont les outils que vous avez de HubSpot? Sales, marketing. Starter ou professionnel? Non, professionnel. Professionnel. Alors, vous avez qu'un Customer Success dédié ou une équipe de Customer Success que vous pouvez en parler. Mais on peut discuter après plus tard. Je peux regarder ici, je peux jeter un coup d'œil pour voir si vous avez un Customer Success dédié ou non, ou c'est une équipe. Et je peux donner une adresse mail que vous pouvez toujours prendre un créneau avec eux et en discuter des problèmes que vous avez si vous n'êtes pas content, par exemple, avec support. Tous les clients de HubSpot ont accès à l'équipe de support. Je peux vous donner, je ne sais pas si quelqu'un a vu la discussion ce matin par rapport à l'outil conversationnel. Très fort. Pour vous donner un exemple, chez HubSpot, 60% de tous les tickets qu'on reçoit maintenant, ils viennent du chat. L'année dernière, c'était moins de 10%. Alors ça montre un petit peu la différence, que les gens, ils aiment bien parler avec quelqu'un. Ils utilisent le chat parce que ça permet aussi de faire du multitasking. Et ça, c'est très, 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 très intéressant. Bon, merci beaucoup pour votre temps. C'était un plaisir. Merci.